La distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides initiée par la CEF s'est clôturée ce mardi 17 décembre 2013. Mais l'atterrissage s'avère difficile vu certaines contraintes. Un atelier sur la promotion et la vulgarisation de la convention portant sur la protection du patrimoine culturel se tient au centre Béthanie à la Gombe, ce à l'intention de professionnels de médias. Ce journal vous est présenté par John Gombois. Bonsoir madame, monsieur, merci de vous joindre au rendez-vous l'actualité sur antenne à 12 milliards de dollars américains. C'est ce qu'il faudra pour construire Inga 3 dans la province du Bas-Congo, d'où revient Matata Ponyo. Le Premier ministre y avait convié une délégation de représentants des bailleurs des fonds de la RDC à visiter le site d'Inga. La capacité de ce site est de 39 gigawatts par jour. Et je vous donne plus de précisions avec Jean-Louis Mercikama. Selon un spécialiste, le site d'Inga renferme les potentialités hydroélectriques les plus importantes au monde. Or, la capacité installée n'est que de 1900 MW jour. Cela est bien sûr insuffisant pour la RDC. Mais ce site a un bel avenir. Le Premier ministre Matata Ponyo a convié ce lundi 16 décembre 2013 les principaux bailleurs de fonds d'Inga. Ce projet pèse 12 milliards. Et à cet effet, la plupart des bailleurs ont répondu présent. Il s'agit de la BAD, de la Banque mondiale et de sa filiale, la Société financière internationale. Il y a également l'USAID et son numéro 1, l'administrateur Rajiv Shah, ainsi que le sénateur américain Adam Smith. Cette forte délégation est à la mesure du projet. C'est un projet non pas seulement pour la RDC, mais c'est un projet pour l'Afrique. Mais où va être construit Inga 3 ? La vallée de Mboudi s'y prête. La capacité d'Inga 3 sera de 4500 MW jour. Elle pourra théoriquement alimenter toute l'Afrique australe. Le Premier ministre croit donc à la construction d'Inga 3, d'Inga 4, d'Inga 5, d'Inga 6, d'Inga 16 et Inga 8 dans la vallée de Mboudi. Nous saisissons tous une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour qu'à jamais la République démocratique du Congo puisse prendre le chemin du développement durable. Et nous pensons que nous ne pouvons pas faire ce chemin sans les États-Unis. Et les États-Unis sont représentés ici présents avec le sénateur, avec le patron de l'USAID. Et vous ne pouvez pas imaginer combien moi je crois à ces projets. C'est aussi le cas de Rajiv Shah, administrateur de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Essayer de rassembler 12 milliards de dollars ou plus pour le programme d'Inga, cela demandera que plusieurs pays, y compris les États-Unis d'Amérique, cela demandera l'implication significative du secteur privé, des compagnies, des sociétés privées. Et afin donc de rassembler ce montant pour effectivement rendre ce projet réel, tous ces partenaires et tous ces investisseurs doivent voir vraiment une gouvernance, un leadership qui soit vraiment disponible pour que ce projet aille de l'avant. Le site d'Inga présente de nombreux avantages pour son emplacement, pour le prix du courant peu élevé qu'elle peut offrir, mais elle constitue aussi l'économie de demain de la RDC, voire son assurance vie. Je ne voulais peut-être pas annoncer en ouverture sur ce plateau avec moi Jean-Louis Mercikama. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Jean-Louis est rédacteur en chef à notre rédaction et spécialisé, responsable du desk économie. Alors on vient de suivre ton sujet sur la visite du site de Inga 3. Quels sont les enjeux que représente Inga 3 pour la République démocratique du Congo ? Bon, pour la République démocratique du Congo, on peut dire que les enjeux sont simples, c'est elle-même et l'Afrique. Parce qu'on peut dire que pour le développement de l'Afrique, pour le développement de la RDC, on n'échappe pas à la règle, il faudra de l'énergie. Et donc, si vous voyez même à un moment, on voit le Rajiv Shah, le numéro 1, l'administrateur de l'Agence américaine de développement international, l'USAID, en train de suivre la carte de l'Afrique, oui. Parce que, en fait, le potentiel que renferme le site d'Inga, c'est-à-dire peut en fait fournir de l'énergie à toute l'Afrique. Tu as parlé des 39 gigawatts par jour. Oui, c'est-à-dire que si l'on devait construire tous les barrages nécessaires qui pourraient épuiser le potentiel d'Inga, oui. On aurait
39 000 mégawatts par jour, c'est-à-dire 39 gigawatts par jour. Alors, à titre de comparaison, aujourd'hui, il y a à peine 1900 mégawatts, 1,9 gigawatts par jour, avec Inga 1 qui est à peu près à 300 et quelques, et Inga 2 qui est à 1400 et quelques. Et les deux, d'ailleurs, ils ne fonctionnent pas à leur puissance totale. Oui, justement, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment des partenaires publics-privés pour réparer des turbines, parce qu'on avait besoin au niveau des régions minières comme le Katanga, grâce à la ligne Inga-Chaba. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est-à-dire que pour faire voir l'importance de cela, c'est qu'il y a en fait 3 grands sites hydroélectriques dans le monde. Il y a les 3 gorges en Chine. C'est pratiquement, on peut dire, 19 000 mégawatts, 19 gigawatts. C'est le premier site, le plus grand, le site des 3 gorges qu'on appelle. Et ensuite, il y a le site au Brésil de Itaipu, c'est 14 000 mégawatts, donc 14 gigawatts, donc c'est le deuxième site. Et puis, nous, on peut dire, je ne sais pas si on peut nous classer directement 3e, mais à peu près la capacité à installer permet d'atteindre peut-être 1900 mégawatts. Mais en réalité, en développant de Inga 3 jusqu'à Inga 8, peut-être on peut atteindre 39 000 mégawatts, donc 39 000 gigawatts, qui permettent en fait d'alimenter toute l'Afrique. Mais là, ça risque de poser un autre problème, un problème de financement. Où est-ce qu'on peut trouver tout ce moyen? Déjà avec Inga 1 et Inga 2, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas très bien, je vais dire, mais ça risque de... Mais non, mais en fait, on a quand même arrivé à financer Inga 1 et Inga 2. En fait, en réalité, ça constituait le principal de notre dette qui a gonflé avant d'être apurée grâce au point d'achèvement obtenu en 2010. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez vu qu'il y a une kyrielle de bailleurs de fonds. Et derrière il y a des pays d'abord qui s'engagent. Il y a l'Afrique du Sud qui vient de s'engager parce qu'elle a aussi un déficit d'énergie. Il y a notre courant est déjà vendu. Une partie en Afrique du Sud, en Namibie, en Zimbabwe, je crois au Botswana, même en Angolaise, et une partie au Congo. Et il y a plusieurs lignes. C'est aussi ça. Le Nigeria veut s'engager, entrer dans la danse. La Côte d'Ivoire aussi est en train de lorgner. Il y a le côté, on pense aussi du côté, voir le nord-ouest, vers le Soudan. Mais ce qui se passe, c'est d'arriver à des consortiums, des gros consortiums qui vont se mettre à côté. Je pense que les Chinois ne seront pas loin. Les Américains viennent, parce que c'est des gros investissements. Il y avait déjà, par exemple, des gens spécialisés en France pour construire des turbines, au Canada et ailleurs. Donc tous vont se mettre. Le problème, c'est d'assurer les débouchés. Je te garde sur le plateau, je vais revenir à toi tout à l'heure, justement pour parler financement. Eh bien, la Banque mondiale pourrait aussi être parmi ceux qui vont alimenter financièrement ces projets pharaoniques. Eh bien, sachez que la Banque mondiale a produit un nouveau document sur la République démocratique du Congo. Ce document s'intitule « Rapport de suivi de la situation économique et financière de la RDC ». Bien entendu, par cette production, cette institution des Bretton-Woods apprécie les efforts des autorités économiques, mais leur demande d'améliorer la gouvernance et les secteurs de l'éducation. C'est un reportage de Jean-Louis Miasekama et Mathieu Ngadipovi. La Banque mondiale affine son suivi de l'économie congolaise. Le premier numéro du rapport de suivi de la situation économique et financière de la RDC se penche sur l'état de l'économie en RDC. La Banque mondiale juge appréciable la croissance économique de 7% et sa stabilité macroéconomique. Ces résultats sont dus, selon elle, à des bonnes politiques économiques. Mais le secteur minier, qui pèse 1/3 du produit intérieur brut, ne pèse pas et ne résout surtout pas les problèmes sociaux. La croissance de la Tanzanie a les mêmes caractéristiques que la croissance en DRC, c'est-à-dire depuis 3 ans, le pays croît plus de 7%, mais la pauvreté n'a pas reculé d'un point. Exactement les mêmes caractéristiques, et cela revient une fois de plus aux sources de croissance. Le secteur minier n'est pas un secteur inclusif, les secteurs entiers ne sont pas des secteurs qui sont propices à la réduction de la pauvreté. Il faut donc des solutions. Il va falloir, améliorer la gouvernance dans le secteur minier pour qu'on puisse,
pour que le pays puisse déjà capter la rente qui lui est due. N'est-ce pas? Parce que on ne peut pas tout de suite dire, bon, alors la seule chose à faire, c'est de diversifier et d'oublier le secteur minier. Non. Est-ce que le Congo tire le meilleur de son secteur minier à l'heure actuelle? Non. Ce rapport s'est également intéressé spécialement à l'éducation comme secteur social. Selon ce rapport, l'accès à l'éducation est très difficile pour les enfants en RDC car les budgets et les revenus des ménages ne le permettent pas. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi sur la parité homme-femme. Cette loi, à en croire son exposé des motifs, fixe les modalités d'application du droit de la femme à une représentation équitable au sein des institutions et de la parité. Laïne Boufando vous propose les grandes lignes de la loi sur la parité hommes et femmes. L'adoption de la loi sur la parité homme-femme par les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo constitue une réponse aux revendications formulées à corps et à cri par les femmes en vue de leur participation paritaire au sein des institutions publiques. L'article 2 de cette loi précise cependant que cette représentation est consécutive aux capacités intellectuelles et professionnelles de la femme. En ce qui concerne les droits de la femme, la RDC s'est engagée particulièrement à réaliser progressivement l'objectif de la parité des représentations hommes-femmes au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Pour atteindre ces objectifs, la Constitution du 18 février 2006, en son article 14, ne s'est pas limitée à proclamer les droits de la femme à une représentation équitable au sein des institutions, mais elle a aussi invité les législateurs à fixer les modalités d'application de ce droit en engageant l'État à garantir la mise en œuvre de la parité homme-femme. C'était une lutte de longue haleine et cette lutte a été matérialisée avec le Parlement de 1+4 où le champion de la démocratie, notre chef de l'État Raïs Joseph Kabila, par la volonté politique a voulu que ça soit ainsi. Et là aussi, il faut reconnaître que nous avons eu aussi des hommes genrés et des femmes de l'Assemblée de 1+4 qui avait découlé sous forme dans la loi mère, la Constitution à l'article 14. Et le mandat passé, on a lutté, on n'a pas eu gain de cause. Et voici qu'à ce mandat, nous venons d'avoir cette victoire. Ce qui veut dire que nous disons aux femmes de plus encore se réveiller, que la femme puisse encore s'investir dans l'éducation, dans l'engagement politique pour que cette loi soit réellement une réalité. Ces modalités consistent principalement en un premier lieu en la fixation du quota initial à 30% au moins de places à réserver aux femmes au sein des institutions. Elle consiste ensuite à assortir les mesures des mises en œuvre des sanctions efficaces afin d'en garantir l'application. Du Parlement national, en fait de l'Assemblée nationale, rendons-nous à l'Assemblée provinciale de l'Équateur où après les 100 jours du gouvernement provincial de l'Équateur, les vice-gouverneurs et gouverneurs ad interim, Sébastien Impeto a été interpellé par les députés provinciaux pour rendre compte de sa gestion. C'est plutôt une motion essentielle qui a fait manquer ce rendez-vous. Commentaire de Sylvie Mboula. Rendez-vous manqué à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour les élus qui attendaient le rapport de 100 jours de gestion de la province par Sébastien Impeto, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Bien que retenu à l'ordre du jour, le sujet a fait l'objet des échauffourées entre les élus. C'est plutôt la motion incidentielle du député MLC, Sami Etenkou, qui a pratiquement bouleversé l'ordre du jour à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Pour lui, le rapport de 100 jours de gestion de la province est inopportune pour l'instant, étant donné que le gouverneur, lui Alphonse Kouya Diallo, responsable de ces programmes, est absent, convalescent en Afrique du Sud. Au nom de la continuité des affaires publiques, un nombre réduit des élus a balayé cette proposition. Pour trancher, le président de l'Assemblée provinciale, Gautron Ibambe, a soumis le sujet au vote. Et là, 60 élus ont soutenu la motion incidentielle contre 9. En attendant, les députés provinciaux attendent impatiemment quelques ministres à l'Assemblée provinciale pour présenter leur bilan, chacun selon son secteur. Alors, sur ce plateau avec moi, Jean-Louis Mersekama, rédacteur en chef, chef du desk économie à notre rédaction. Nous parlions tout à l'heure de Inga,
3 et des enjeux que représentent ces sites et pour le Congo et pour l'Afrique. Alors, mais en même temps, les problèmes des déficits énergétiques demeurent quand même patents et présents en RDC et même plus loin. Est-ce qu'on pourra un jour résoudre ces problèmes d'énergie? D'accord, et justement, parlons par exemple de Inga 3. Inga 3, normalement, est censé, au départ, c'était un projet de 3500 MW, mais on l'a amené à 4500 MW. On pense qu'il y a la capacité de Inga 1 et Inga 2, et ce sera possible, à peu près à plus de 5000 MW ou 5500 MW, de pouvoir théoriquement aussi fournir toute l'Afrique australe. Bon. Maintenant, le problème, cela dépend de comment on va aménager tout un consortium entre des pays, des États qui entrent en jeu, du secteur privé qui entre en jeu, parce que quand on voit le représentant de l'USAID derrière lui, il y a et l'État américain et il est aussi un peu la caution la caution pour les Américains, le privé américain, que voilà, je peux investir, que ce n'est pas dérangé, parce que c'est d'abord des investissements lourds, des investissements qui prennent du temps, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps, il y a des gouvernements qui vont passer, donc comment assurer tout ça de manière stable, avec stabilité, parce que c'est aussi un enjeu, c'est vrai, économique, énergétique, c'est un enjeu politique, parce que pouvoir distribuer le courant à pas mal de pays et à pas mal d'entreprises, c'est en fait un facteur aussi de stabilité dans la région. Donc cela est fait qu'il va se passer que normalement des banques vont entrer en jeu, et ça représente déjà la Banque mondiale, la Banque africaine, qui investissent en termes de centaines de millions, déjà pour les études de faisabilité, mais ils vont investir aussi en termes de milliards pour la construction et la mise en fonctionnement de ces barrages. C'est pour ça que, par exemple, la Banque mondiale a sa filiale qui a été créée en 1956, la Société financière internationale, la SFI, qui, elle, a justement cette vocation de financer le secteur privé. Et donc, qui va aussi venir en ajoute. D'accord. Je vais revenir encore à toi peut-être pour terminer. Les temps d'annoncer que vous le savez déjà, c'est dans 8 jours que le petit Jésus va naître. Eh bien, la naissance du Christ dans la foi chrétienne est aussi une occasion de faire des affaires, parce que il y a tous les ornements qui vont tout autour, les sapins, les décorations, ainsi de suite. L'équipe des reportages d'Antenne A s'est rendue aujourd'hui sur le marché, question de voir où en sont les commerçants dans leurs préparatifs à leur manière de la nativité. Suivez plutôt ce reportage. Nous sommes au grand marché de Kinshasa, précisément sur l'avenue Luambo Makiadi, jadis Bokassa. L'engouement inhabituel constaté sur les lieux démontre à suffisance que les festivités de fin de l'année 2013 pointent à l'horizon. De part et d'autre, la population venue des 4 coins de la capitale s'active déjà pour chercher à acheter très souvent de nouveaux habits, chaussures ou tout autre cadeau afin de plaire à ceux qui leur sont chers. Mais cet engouement ne reflète à rien la vente selon les attentes des commerçants. Ça se passe un peu mieux parce que les gens entrent du jour au jour, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment la circulation de monnaie parce qu'on n'a pas encore payé le travers de l'État. Si on paye les agents de l'État, vraiment, le vente sera très bien et la fête sera très bien. Vraiment très bien. Il y a toujours de l'espoir, parce que même la Bible déclare qu'il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc l'espoir est là, l'espoir est certain vraiment. On va vendre, la fête sera très bien. Il n'y a pas moyen de faire couler nos articles. C'est à partir du 15 décembre que nous sommes appelés souvent à faire de bonnes affaires. Mais pour cette année, ce n'est pas le cas, à moins que le bon Dieu intervienne en dernier lieu. De leur côté, les acheteurs déplorent la hausse des prix de certains articles, laquelle serait due, selon eux, à la hausse du taux des devises étrangères, en l'occurrence les dollars américains. Nous achetons les articles